Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet intéressant si vous êtes dans les affaires. À la fin de cette vidéo, vous saurez en fait quelles sont les techniques de vente qui fonctionnent afin d'augmenter tout simplement votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes dans les affaires, la seule chose essentielle pour vous, naturellement, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires et naturellement les résultats nets. On parle souvent de chiffre d'affaires, mais dans l'absolu, en fait, c'est votre marge que vous devez augmenter. Vous avez bien compris que c'est ce qui va rester pour vous qui est important. Donc, ne confondez pas aussi chiffre d'affaires et marge. Bien sûr, on parle toujours de chiffre d'affaires, mais ce qui compte, c'est le résultat, bien sûr. Donc, c'est ce qui va rester. Donc quelquefois, en fait, les entrepreneurs tombent amoureux de leur entreprise. Et oui, ça arrive, ils ont monté une boîte où ils travaillent donc à leur propre compte et ils sont amoureux de leur affaire. Et à ce moment-là, ils oublient en fait leurs clients ou alors ils ont presque de temps en temps, ils n'ont pas trop envie de donner à leurs clients tellement ils sont amoureux de leur affaire. Donc soyez vigilants naturellement là-dessus pour vous rappeler sans cesse que l'objectif demeure en fait de répondre à une demande lorsque vous vous mettez à votre compte. L'objectif, c'est de répondre à la demande d'un marché et en vertu de ça, vous êtes rémunéré en retour pour le bien que vous apportez aux gens avec qui vous travaillez. Donc ça semble tellement évident, basique, qu'il faut quand même le dire parce que quelquefois les gens finissent par l'oublier effectivement et ils oublient l'intérêt principal d'une entreprise. Parce que si c'est juste pour le côté plaisir, dans ce cas ouvrez une association et faites-vous plaisir à partager votre temps aux autres. Mais si c'est dans le cadre d'une entreprise, vous devez rester sans cesse focalisé sur qu'est-ce que vous apportez à votre client. Et c'est en vertu de ça que vous êtes payé. Donc c'est vraiment toujours sans cesse, vous restez concentré sur ce que vous apportez aux autres. Alors, pourquoi apprendre les techniques de vente qui fonctionnent? Naturellement, c'est parce que c'est pour vous l'occasion bien sûr d'avoir une entreprise rentable le plus rapidement possible. Bien sûr que l'objectif est de pouvoir générer des revenus, de l'argent, le plus tôt possible. Vous pouvez le faire également pour ne pas être déstabilisé ou démotivé en fait par des techniques qui ne fonctionnent pas. Donc bien sûr, si vous utilisez des techniques de vente qui ne fonctionnent pas, à un moment, vous allez être complètement démotivé parce que vous n'allez pas avoir de résultats. Alors, quelles sont donc les techniques de vente qui fonctionnent? Alors, vous vous doutez bien que sur une capsule, je vais aborder tout ça de façon très superficielle. Je vous donne quand même les points importants, mais il y aurait vraiment de quoi dire pendant de longues heures. Donc, nous allons quand même voir les points essentiels. Tout d'abord, la vente, vous le savez très certainement, c'est une affaire de relations humaines. C'est dans une vente, on a deux humains qui cherchent à trouver une solution la plus intéressante pour les deux parties. Donc on va être dans la recherche d'une opération gagnant-gagnant. Il faut que vous ayez à gagner et trouver l'équilibre pour que votre client en face également ait en retour suffisamment de prestations ou de produits, selon ce que vous faites comme activité, qui lui correspond au niveau du prix qu'il a à payer. Alors ça c'est d'ailleurs, c'est petite anecdote, j'ai une amie qui travaillait chez des Asiatiques et c'est rigolo parce que ces Asiatiques avaient un très beau magasin, donc ils vendaient des meubles. Et les meubles qui étaient fabriqués donc en Asie, c'est un magasin qui est installé à l'île de la Réunion, une belle structure. Et lorsque le conteneur de meubles arrive, en fait, les patrons appellent donc mon amie qui était vendeuse dans ce magasin et dit à mon ami, allez, regarde ce que maintenant on va avoir à vendre et selon toi, combien tu peux vendre cette table? Donc elle estime, elle regarde et elle dit, voilà, je pense que je peux la vendre tant. Très bien, on étiquette le prix, on met dessus. Combien tu peux vendre cette chaise et ainsi de suite. Et tous les éléments du container, tous les éléments importés, c'est la vendeuse en fait qui décide du prix de vente. Alors on dirait ça à des Européens, ils seraient fous les Européens, parce qu'un Européen va automatiquement aller calculer
le prix de revient naturellement de l'achat des meubles, le prix de revient du fret, aller refaire un prorata peut-être par rapport au poids ou la longueur du meuble, etc., pour essayer de trouver un truc cohérent. Et bien les Asiatiques, non, enfin en tout cas celui-là, non. C'est tout simplement, et il a 100% raison, parce qu'on vous dit qu'un prix de vente, en fait, ça correspond au prix que le client est prêt à payer. C'est ça un vrai prix de vente. Alors que nous, occidentaux, on nous apprend qu'un prix de vente, on part d'un prix de revient sur lequel on met une marge pour définir un prix de vente, et après c'est le prix, c'est le prix. Eh ben non, les Asiatiques, eux, ils ont compris le truc, en fait, ils ont compris ce côté feeling, quoi. Si la personne, vous avez acheté une table 200 € et que la personne, elle est prête à la payer 4000 €, que ça lui convient de payer 4000 €, eh ben cette personne, ce gérant de magasin, en tout cas, il n'a aucun scrupule à vendre cette table à 4000 € parce que ça convient à l'acheteur, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, c'était la vendeuse, en fait, qui, par expérience et par ressenti, estimait le prix de vente. Et la société fonctionnait comme ça, avec donc uniquement des prix qui étaient basés donc sur l'intuition en quelque sorte. Donc, tout d'abord, donc c'est pour ça que la vente est une affaire de relations humaines. Lorsque vous, bon là c'était un exemple bien sûr, maintenant selon votre activité, vous pourriez avoir des prix fixes, hein, bien sûr, par rapport aux produits que vous vendez, qui correspond peut-être par rapport à une marge ajoutée, etc. Mais vous êtes toujours un humain face à un autre humain. Donc il y a avant tout le côté relations humaines qui va primer sur tout. Pour vendre avec des techniques qui fonctionnent, vous devez être orienté vers le service que vous apportez à votre client. Si vous êtes concentré, focalisé sur l'argent qui va rentrer dans votre poche, vous n'êtes malheureusement pas dans la bonne énergie humaine, parce que là, vous êtes en train de penser à votre propre bonheur au détriment du client qui est face à vous. Donc, c'est vraiment la priorité lorsque vous apportez un service à quelqu'un, c'est de vous dire comment je peux faire pour satisfaire au mieux les attentes de mon client. C'est ça qui est important. Après, bien sûr, en retour, ce client va me rémunérer pour ce que je lui ai apporté, puisque l'argent étant donc un moyen d'échange. Donc plus ce service est important pour lui, et plus vous êtes en droit en fait de lui demander une rémunération. Hein. C'est pour ça que certains prix, quelquefois, sont très disparates d'une entreprise à l'autre, parce que tout dépend effectivement de la façon dont la personne perçoit le produit, tout simplement. Alors, on va aborder deux cas de figure, la vente en tête-à-tête et la vente à distance, donc entre autres à travers mail ou page de vente, c'est-à-dire à travers un site internet. Pour la vente en tête-à-tête, première chose à faire, là aussi il faut que ce soit absolument un automatisme pour vous, dans tous les cas de figure, hein, que ce soit en tête-à-tête ou à distance d'ailleurs, l'étape primordiale, commencez par instaurer la confiance. C'est ça qui prime. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de passage à l'acte. Donc, il faudra vraiment mettre vos efforts dans le sens d'instaurer une confiance. C'est en ça que si vous cherchez à vendre trop rapidement, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que le climat de confiance n'est pas encore instauré. Une fois que vous avez instauré le climat de confiance, cherchez ensuite donc à définir quel est le besoin de votre prospect. C'est peut-être pas encore un client. Donc, quel est son besoin, bien sûr, hein, puisque rappelez-vous, la vente, c'est de répondre au mieux à son besoin. Donc, il est évident que vous devez le questionner pour savoir quel est son besoin. Ensuite, une fois que vous avez défini son besoin, vous devez définir ce qui est important pour lui, c'est-à-dire ce qui va le faire passer à l'action. Parce que nous passons à l'action par rapport aux émotions et aux sentiments qui sont générés chez nous. S'il n'y a pas d'émotions ni de sentiments, il n'y a pas de passage à l'action, sauf si vous avez faim, vous êtes bien obligé d'acheter de quoi manger dans une grande surface. Mais sinon, lorsque vous êtes sur un achat autre qu'un besoin indispensable à la survie, à ce moment-là, il va y avoir, ce sont vos émotions qui vont vous donner envie de passer à l'acte. Parlez naturellement toujours positivement, de façon positive, évidemment, puisque lorsque vous parlez de façon positive, vous mettez en place ce qu'on appelle un yes set, qu'on utilise en hypnose. Le yes set, c'est que dans la conversation, vous vous arrangez pour que votre client réponde oui, soit directement, soit dans sa tête. Hein? Donc vous lui posez toujours des questions positives qui amènent à une réponse oui.
pour qu'une fois que ce Yes Set est instauré, à la fin de votre entretien, voulez-vous acheter mon produit? Oui, parce qu'il a enchaîné des oui, des oui, des oui, des oui. Par contre, si tout le long de la conversation, vous parlez négativement ou que vous lui faites répondre non dans sa tête, bah à la fin, voulez-vous acheter mon produit? Bah non, évidemment, parce que c'est l'enchaînement logique qui va suivre. Votre prospect doit être toujours au centre de la conversation, bien sûr. Hein, ce qui est important, c'est lui, c'est pas vous. Hein, même si de temps en temps vous êtes obligé de parler de vos propres expériences, mais c'est lui qui est au centre de la conversation, bien sûr, parce que c'est lui qui est au centre de l'affaire que vous êtes en train de chercher à conclure. Observez votre prospect lorsque vous êtes en tête-à-tête afin de détecter le langage non verbal. Je vous rappelle, il y a 93% de la communication qui est non verbale. Donc il est important que vous puissiez, en observant votre prospect, de voir un peu ce qu'il aurait voulu dire, mais qu'il n'a pas dit avec des mots. Ça va être soit une petite réticence de temps en temps quand vous dites quelque chose, soit au contraire des traits qui se relâchent, donc ça veut dire qu'il a complètement votre approbation, etc. Donc toutes ces choses, ce sont des petites mimiques, des petites choses que vous devez observer lorsque vous êtes en tête-à-tête. Apprenez également à partir de là où en est votre prospect aujourd'hui pour l'emmener là où il veut aller, en lui démontrant naturellement que c'est grâce à vous qu'il pourra y aller. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas démarrer avec un décalage. Vous devez aller prendre votre prospect là où il est aujourd'hui, avec ses propres croyances, sa façon de penser, toutes ces choses. Vous devez donc aller vraiment dans son sens au début de la conversation. Alors en hypnose, nous avons entre autres un de mes formateurs qui expliquait que lui, lorsqu'il est en thérapie, c'est donc un hypnothérapeute, dans la même journée, il est catholique, musulman, athée, il est tout à la fois, parce qu'automatiquement, il est toujours entièrement d'accord avec son client. Et bien sûr, parce que si dès le départ, vous n'êtes pas d'accord avec votre client, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que lui, bah déjà, ça n'accroche pas dès le début, ce n'est pas possible. Donc toujours, parvenez à comprendre votre prospect, à être d'accord avec lui sur tout ce qu'il est, sur sa façon de penser, etc. Et c'est au fur et à mesure, à partir de là, que vous l'amenez après à trouver une solution vers ce que vous voulez lui proposer. Reformulez les réponses. À chaque fois que votre prospect vous répond, vous reformulez d'une autre façon pour être sûr d'être bien compris également, donc être sûr également donc de bien le comprendre également. Hein, donc, parce que vous savez que on peut dire juste un mot, mais avoir une image dans notre tête qui fait que ce mot, en fait, peut être interprété de façon différente par l'autre en face. Donc ça, c'est important de reformuler systématiquement. Ayez un objectif clair quand vous démarrez un entretien. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est de faire signer un contrat? Est-ce que c'est juste d'instaurer la confiance? Est-ce que c'est de caler un futur rendez-vous pour aller plus loin, etc., etc. Tout cela, vous devez le définir bien à l'avance pour que vous ayez un objectif clair au niveau de votre entretien lorsque vous êtes avec cette personne. Une fois de plus, naturellement, plus votre prix de vente sera élevé et plus la phase de confiance sera importante. Donc il est possible que pour vendre, si vous allez vendre un avion peut-être à quelqu'un, il est possible qu'il va falloir quand même quelques rendez-vous avant que vous puissiez décrocher le chèque ou le virement. Donc évidemment, ça va dépendre du prix de ce que vous avez à vendre. Maintenant, si votre prix n'est pas très élevé, ça peut se faire effectivement lors d'un premier entretien. Alors, dernier conseil là-dessus pour le tête-à-tête, ne cherchez jamais à vendre, mais cherchez à donner envie d'acheter. Et la différence, elle est primordiale. Parce que chercher à vendre, une nouvelle fois, vous êtes dans l'ego, vous pensez à vous et vous ne pensez pas à l'autre. Alors que donner envie d'acheter, c'est quasiment arriver à une situation où votre prospect vous dit « Mais c'est super, je veux, je veux, je veux, je veux !» C'est lui qui vous demande en fait d'acheter. Et ça, c'est les bons vendeurs parviennent à cela, parce qu'ils ont réussi justement à bien identifier le besoin du client, ils ont réussi à bien argumenter, ils ont réussi donc à donner tellement envie à la personne qu'en fait, à la fin, c'est elle qui veut vraiment acheter
et là le vendeur il n'a plus qu'à sortir son bon de commande et faire signer. Et juste de comprendre cette différence entre ne plus chercher à vendre ou à décrocher une signature, mais chercher, focaliser vraiment son énergie dans le sens de donner envie à l'autre de signer, ça fait toute la différence. Alors maintenant, voyons pour la vente à distance. Alors la vente à distance, là on va parler par exemple d'emails qui vendent ou alors ce qu'on appelle des pages de vente. Alors peut-être que vous ne savez peut-être pas spécialement ce que c'est, mais dites-vous bien quand vous allez sur un site internet et que ce site internet a quelque chose à vendre, hein, ce qui est quand même la majorité des sites internet, vous allez à un moment inconsciemment vous-même arriver sur une page du site qui en fait va être une page de vente, c'est-à-dire l'objectif de cette page, c'est de faire que vous ayez envie d'acheter à la fin de la lecture de cette page. Pour écrire une page de vente ou un email, vous allez devoir utiliser des phrases courtes. Des phrases courtes en mettant une seule info par phrase. Si vous avez 2 infos à mettre, vous faites 2 phrases. Donc jamais 2 infos dans une même phrase. Vous parlez d'une seule phrase, la plus courte possible. Ça sont des choses dont vous pourrez après à la relecture raccourcir vos textes donc pour faire la plus courte possible. Utilisez dans la mesure du possible le gras et le surlignage. Par contre, donc le surlignage, hein, du fluo hein, sur votre texte éventuellement si vous voulez vraiment que ça pète, mais là ça fait vraiment très commerçant. Par contre, le gras pour faire ressortir les mots principaux. N'utilisez jamais le soulignage par contre, hein. Le soulignage est mal perçu, donc n'utilisez jamais le soulignage. Donc mettez par contre vos mots en gras, c'est ce que je recommande de faire. Vous devez faire également que la personne qui ne lirait que les mots en gras parvient à lire votre document. Donc c'est à vous de faire une relecture également quand vous mettez vos mots en gras, parce que dites-vous bien que lorsque vous aurez cette habitude de mettre les mots en gras, la majorité des personnes ne vont lire que les mots en gras. Donc il faut que ce que vous ayez à dire soit compris déjà à travers les mots en gras, et les mots qui ne sont pas en gras, ce sont des mots qui viennent compléter ce que vous êtes en train de dire. Utilisez des mots simples. Hein, puisque votre client, pareil, ou votre prospect ne doit faire aucun effort, en tout cas le plus faible qui soit. Parlez du client et non pas de nous, hein, donc vous, hein, ça on l'a déjà vu effectivement. Hein. Ayez un ton journalistique et non pas commercial. Alors ça c'est de plus en plus fortement conseillé maintenant, c'est qu'en fait, si vous mettez un texte en place dans un aspect commercial, ça ne va pas plaire à la personne qui est face à vous. Par contre, si vous lui apportez une information comme un journaliste, vous êtes là pour lui apporter une information tout simplement comme si c'était complètement dénué d'intérêt. À ce moment-là, la personne sera beaucoup plus réceptive. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain aime la liberté et l'ego effectivement ne veut pas se sentir emprisonné. Donc quand il y a liberté, effectivement, donc ça libère déjà beaucoup de résistance au niveau de votre prospect. Pas de prise de position, bien sûr, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'hypnothérapeute qui est à la fois, enfin, pas à la fois, mais un instant musulman, après athée, après chrétien, etc. Parce que il faut être OK avec votre personne. Si vous commencez à vous placer avec des opinions religieuses ou politiques, etc., dites-vous bien que si la personne n'est pas de votre avis, c'est fini, vous pourriez dire ce que vous voudrez, ça ne passera pas. Parlez au présent, toujours dans la mesure du possible. Hein, quelquefois, ce n'est pas toujours à 100% possible, mais parlez au présent, toujours, parce que le passé, déjà, ça n'existe plus, le futur n'existe pas encore, c'est flou, le présent, il est là, il est concret, c'est maintenant. Donc, parlez toujours au présent. Évitez autant que possible le subjonctif. Si jamais vous faites telle chose, non, parce que ça veut dire qu'il y a une autre option possible. Donc le subjonctif à éliminer au maximum. Utilisez des termes hypnotiques. Les termes hypnotiques, ce sont des termes qui sont utilisés donc, par les hypnothérapeutes entre autres, genre petit à petit, peu à peu, de plus en plus, de mieux en mieux, etc. Hein, donc ça pareil, l'idée c'est de prendre la personne d'où elle est et l'amener progressivement vers quelque chose de meilleur.
Ayez une forme active et des mots d'action. Utilisez dans la mesure du possible des puces lorsque vous avez des choses à énumérer. Utilisez les puces, c'est beaucoup plus facile à retenir et à comprendre également. Utilisez donc des mots d'action comme découvrez, devenez, gagnez, économiser, etc., etc. Donc ce sont des mots d'action lorsque vous aurez à faire passer votre client à l'action, à votre prospect. Quand vous commencez à écrire un email, une page de vente ou autre, l'idée c'est de ne pas vous arrêter en route pour en fait laisser votre hémisphère droit s'exprimer. Vous savez que l'hémisphère droit c'est la créativité. Lorsque vous vous exprimez sans retenue, c'est la créativité, c'est le cerveau droit qui va prendre le dessus. Et à ce moment-là, vous écrivez sans vous arrêter. Ne cherchez pas si vous avez fait des fautes, si vous avez oublié une ponctuation, etc. Vous vous en fichez, vous placez les idées. Donc ça, c'est une chose. Et c'est uniquement lorsque vous avez terminé complètement, que vous n'avez plus d'intuition, que ça ne vient plus. C'est là, maintenant, vous utilisez le cerveau gauche pour la relecture. Et c'est là que vous allez donc, cette fois, corriger les ponctuations, la mise en forme, mettre le gras, etc. etc. Hein, donc, autant que possible, travailler donc avec ces deux hémisphères séparément. Ne pas utiliser, alors qu'est-ce que vous ne devez pas utiliser dans vos documents textes? Des termes trop publicitaires comme meilleur, formidable, éblouissant, incroyable, premier, spécialiste, etc. Donc quand c'est trop, hein, trop commercial, trop publicitaire, en tout cas ça ne passe pas. Surveillez les fautes d'orthographe et les coquilles. Les coquilles, c'est des mots qui vident en quelque sorte, qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais surtout les fautes d'orthographe. Dites-vous bien que la personne, à ce moment-là, comme vous n'êtes pas en tête-à-tête avec elle, elle va se juger avec les éléments que vous lui fournissez. Et entre autres, elle va se juger sur l'orthographe. Vous pourriez me dire, on s'en fiche parce qu'elle aura compris le sens. Malheureusement, non, parce qu'on se fait vraiment une idée d'une personne par rapport à son orthographe. Et personnellement, lorsque je vois des publicités passer avec des grosses fautes d'orthographe dans les publicités, j'ai un petit sourire et je me dis, c'est fini. Pour cette personne, en tout cas, c'est grillé. Je ne peux pas faire confiance en quelqu'un qui n'a même pas pris le temps, parce qu'on n'est pas tous doués en orthographe, bien sûr, mais prendre le temps au moins de passer dans un correcteur orthographique et de relire, c'est le minimum de respect que j'attends de la part d'un fournisseur. Donc bien sûr, il peut arriver que vous fassiez encore des fautes d'orthographe, même si vous faites attention, bien sûr, mais toujours est-il que je vous recommande de passer, il y a une attention particulière là-dessus. Il vaut mieux prendre 2 fois plus de temps à faire un beau document que d'en faire 4 fois plus, mais bourré de fautes d'orthographe ou avec d'autres problèmes. Évitez les incohérences, hein. Il faut que vous soyez cohérent dans votre argumentaire, bien sûr, hein. Il faut que vous ayez un fil conducteur, hein. Il faut que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire après, donc à vous d'être cohérent. Évitez les passages qui sont difficiles à lire. En fait, un enfant de 12 ans doit être capable de comprendre ce que vous avez écrit, hein. Donc ça, évitez autant que possible des mots un peu trop, comment on veut dire ça, hein, trop scientifique ou autre, hein, enfin trop compliqué tout simplement, hein, trop compliqué. Hein. Dites-vous que si je fais lire ça par un enfant de 12 ans, est-ce qu'il parvient à lire et à comprendre? Donc évitez de ce fait les mots compliqués. Évitez les transitions brutales aussi, parce que, rappelez-vous, lorsque la personne lit votre texte, elle est en train de créer des images mentales. Donc elle est en train de se créer un film dans sa tête. Si à un moment la transition est trop brutale d'un paragraphe à l'autre, ben, elle risque de décrocher, pas trop comprendre le sens de ce que vous dites exactement. Les phrases et les idées doivent pouvoir s'enchaîner de manière totalement naturelle et logique. Et dernière chose à éviter, bien sûr, les mensonges, évidemment. Rappelez-vous que le but étant d'instaurer la confiance. Donc, lorsque vous prétendez quelque chose, pareil, prenez le temps d'aller vérifier votre information pour être certain que vous n'êtes pas en train de dire des bobards à votre prospect ou à votre client. Donc ça, c'était de façon générale. Maintenant, quand vous allez monter ce qu'on appelle une page de vente. Alors, une page de vente, il y a une structure pour une page de vente. Une page de vente, vous devez commencer premièrement par un titre qui attire l'attention.
Il y en a qui disent que le titre, c'est 80% des résultats de votre page de vente, hein, tellement c'est important, puisque c'est avec ça que vous allez faire que la personne va lire la suite ou pas. La deuxième rubrique que vous allez mettre en place pour construire cela, vous devez accrocher le lecteur. Donc l'accrocher, souvent on fait ça avec une histoire où votre lecteur peut s'identifier. Hein, les fameux storytelling qui sont très à la mode en ce moment et qui font effectivement que les gens apprécient parce qu'avec une histoire, vous les faites voyager, vous entrez dans l'émotionnel et là, c'est ce qui compte puisqu'on est dans de la relation humaine. Ensuite, le troisième point, vous énoncez, donc troisièmement, je vous donne dans l'ordre hein, à monter une page de vente. Troisièmement, donc c'est énoncer le problème que vous allez chercher à résoudre. Ensuite, en quatrième point, vous devez énoncer les fausses solutions en disant oui, effectivement, peut-être que vous avez essayé ça, mais ça n'a pas marché. Vous avez peut-être essayé ça aussi, mais effectivement, ça n'a pas marché non plus. Hein. Donc, vous énumérez les fausses solutions. Ensuite, le cinquième point, pardon, vous devez insister sur les conséquences négatives du problème. Aller trop rapidement sur la solution ne va pas générer suffisamment d'émotion chez la personne. Étant donné que l'être humain, ce qu'il recherche, c'est le bonheur bien sûr, mais en même temps, ça signifie qu'il recherche à ne plus souffrir. Donc lorsque vous faites un argumentaire, vous devez passer par la phase souffrance, où vous devez malheureusement bien enfoncer le couteau dans la plaie pour que la personne prenne conscience émotionnellement justement de son problème actuel pour que ce soit libérateur après derrière avec ce que vous allez annoncer. Promettre ensuite une solution, donc l'autre point suivant, hein, donc c'est de promettre, le sixième point, promettre une solution, et s'il était possible de, etc. Le septième point, ça y est, vous arrivez enfin, vous voyez, à la septième position, c'est uniquement à la septième position que vous commencez à annoncer votre produit ou service que vous avez à proposer. Ensuite, en huitième position, maintenant que vous avez annoncé votre produit, ben maintenant il faut le sublimer, le rendre plus beau, hein, plus appétissant, faire que la personne elle ait envie, bien sûr. Après le neuvième point, vous devez lister les avantages de la solution que vous apportez. Les avantages et non pas les caractéristiques. Soyez très très prudent là-dessus, on tombe souvent dans ce piège. Donc les caractéristiques n'ont aucune importance. Si je vais acheter un véhicule haut de gamme et que la personne me dit, vous savez, sur ce véhicule, monsieur, il y a le XWZ dernière génération, c'est le top des tops, j'ai envie de lui dire à vos souhaits, parce que j'ai rien compris en fait. Par contre, s'il me dit que ce truc permet de garantir la sécurité de ma famille lorsqu'il pleut ou lorsque je suis sur une route glissante ou quoi que ce soit, ah, ok, là, ça c'est l'avantage pour moi. Comprenez? Donc, ne jamais, toujours transformer une caractéristique en avantage pour le prospect, pour le client, bien sûr. Ensuite, le dixième point, c'est de minimiser votre prix. Donc, comparer effectivement en quoi votre prix, en fait, si vous le comparez à autre chose, en fait, il est ridicule. Le onzième point, c'est de présenter des témoignages. Alors, les témoignages, c'est indispensable, surtout de nos jours, hein, c'est indispensable dans une page de vente, c'est indispensable dans un texte, parce que le témoignage, c'est quelqu'un qui dit à votre place, en fait, que votre produit est top et génial. Et vous savez, ce qu'on dit, hein, marchandise vantée par soi-même n'a aucune valeur, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, ce sont les témoignages qui vont avoir une force énorme, parce qu'un témoignage, ce n'est pas vous qui le dites, c'est votre client, et en plus, le client, généralement, il va le dire, lui, avec l'émotionnel. Il va le dire avec ce qu'il a vécu émotionnellement, parce qu'il n'a rien à vendre, lui. Il ne va pas tomber dans le travers de mettre des mots commerciaux, des choses comme ça dessus, parce que lui, il parle avec son cœur, tout simplement. Donc, c'est en ça qu'un témoignage, c'est hyper, hyper puissant, et il faut absolument, si vous avez une entreprise quelconque, de prendre conscience que c'est de l'or que vous apportez vraiment dans votre entreprise, les témoignages. Et dès le début de votre activité, je vous recommande de recueillir des témoignages. Alors ça aussi sont des choses qui évoluent. De nos jours, c'est le témoignage vidéo parce que c'est plus parlant.
c'est plus réel hein, aussi, hein, parce qu'un témoignage écrit, hein, on peut raconter des bobards aussi. Donc le témoignage vidéo est vraiment ce qui a le plus de poids aujourd'hui pour donner envie à votre prospect de conclure l'affaire avec vous. Et le dernier point d'une page de vente, lorsque vous avez développé tout ça, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est cliquez ici pour acheter, ou cliquez ici pour en savoir plus, ou cliquez ici pour vous inscrire, cliquez ici pour ce que vous voulez. Donc c'est l'appel à l'action, parce qu'en fait, bien sûr, si vous ne dites pas à votre prospect ce qu'il doit faire, ben, il ne va pas le faire tout simplement. Donc c'est à vous de lui dire. Donc lorsque, par exemple, vous cherchez à vendre un produit, pareil, ou à placer quelque chose, ben, à la fin, oui, c'est à vous de dire à cette personne, c'est bon, on a levé toutes les objections, tout est OK pour vous, vous êtes OK sur tout, d'accord, très bien. Et à ce moment-là, vous sortez votre bon de commande ou vous sortez votre contrat, si vous êtes en tête-à-tête, bien sûr. Hein. Mais sinon, quand vous êtes sur le net, donc c'est l'appel à l'action, tout simplement. Pour aller plus loin, faites ceci, cliquez ici, etc. Donc, toujours pareil, un seul appel à l'action, naturellement, par page de vente. Voilà. C'était un peu rapide, il y aurait naturellement beaucoup à dire hein, dans ce domaine, mais je pense que je vous ai énuméré quand même des grandes lignes principales. Après, il faut rentrer en profondeur dans chaque chapitre, mais déjà, vous avez les bases de comment construire une page qui vend, comment donner envie à votre prospect de devenir votre client, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.